RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour cette session d'information sur la RTGA. Donc voici la charpente. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo au cœur du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe qui se tiendra le jeudi 13 mars 2025. Il sera question d'examiner les recommandations issues de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka, de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC. Une nouvelle structure de commandement de la synergie Ouazalendo au Grand Nord, mise en place après la trahison du général Kasereka Kabindo et de son groupe. Désormais, c'est le général Germain Kambale Mayani qui a pris la tête de la direction. En plus de 450 000 ménages ont bénéficié de l'injection de l'énergie en milieu rural et périurbain. C'est une œuvre de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain qui a dressé son bilan ce mardi devant la presse. Voilà comme annoncé, agression rwandaise, la communauté de développement de l'Afrique australe SADC tiendra un sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement par visioconférence le 13 mars 2025 afin d'examiner la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Ainsi, le sommet recevra les informations récentes sur l'évolution de la situation sécuritaire en RDC et examinera les recommandations issues de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Les travaux de ce sommet seront dirigés par le docteur Emerson Ndabuzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe et président en exercice de la SADC. Et dans le même chapitre, le président Félix Tshisekedi a échangé lundi à la Cité de l'Union africaine avec l'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Leurs échanges ont tourné sur la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la RDC, ce en prélude de la réunion du Conseil de sécurité prévue le 4 avril prochain aux États-Unis. Suivez ce reportage. Messieurs. Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de
Nairobi. Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les deux processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi. Je l'ai annoncé dans le sommaire, après la trahison du général Kasereka Kabindo et de son groupe AFPP-AP, la synergie Wazalendo Grand Nord s'est dotée d'une nouvelle structure de commandement. Le général Kambale Mayadi Germain prend la direction du comité et il sera secondé par le général Bigabo Jonas et le général Kasumba Leteke. La synergie de Wazalendo réaffirme son engagement à défendre la patrie aux côtés de forces armées de la République démocratique du Congo et poursuivre la lutte contre l'ennemi. Suivez. Nous, membres de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord, sommes très inquiets de suivre la vidéo lue par le porte-parole du FPP-AP du général Kasereka Kassiano Kabido, déclarant leur adhésion au sein du mouvement des terroristes M23 RDF et leurs alliés AFC. Cette position de défection n'engage que le FPP-AP qui faisait partie de la synergie de Wazalendo Front Grand Nord et non une affaire de tous les membres signataires de l'acte d'engagement constituant notre dynamique Wazalendo Front Grand Nord. La synergie, dans son entièreté, reste aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et réaffirme sa loyauté envers nos FARDC. C'est pour cette raison que tous les membres du mouvement FPP-AP qui ont suivi l'idéologie de l'agresseur rwandaise, nous les déclarons terroristes et restons solidaires pour leur traque jusqu'à leur dernier retranchement. La trahison du FPP-AP pour adhérer du côté du terroriste M23 RDF et leurs alliés n'aura aucun impact sur le bon déroulement des opérations visant à anéantir définitivement l'existence des égorgeurs dits présumés ADF. Et dans l'entretemps, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a enregistré 50 000 enfants qui ont interrompu leur cursus scolaire dans les territoires de Lubero au Nord Kivu suite à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Ce rapport introduit par OCHA RDC en collaboration avec ses partenaires humanitaires couvre la période du 23 février au 6 mars 2025. Les explications avec Megui Kabembo. Malgré une relative accalmie observée dans le territoire de Lubero au Nord Kivu depuis le 24 février dernier, des centaines de milliers d'enfants n'ont pas retrouvé le chemin de l'école. Cela fait suite à une situation sécuritaire et humanitaire en perpétuelle dégradation avec un activisme accru des groupes armés sémant terreur et désolation. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires note un chiffre alarmant de 50 000 enfants qui ont même interrompu leur cursus scolaire rien que dans le territoire de Lubero, vu la situation sécuritaire, sanitaire et alimentaire est autant catastrophique. À Lubero, des affrontements ont eu lieu le 18 février entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Ces combats ont occasionné plus de 100 000 nouveaux déplacés sur le axe Alimbongo-Kitombiro, Alimbongo-Kipese et Bingi-Katsungo, notamment vers les localités de Masereka, Kiondo, Moussienene et la ville de Butembo, relève le Bureau des Nations Unies. Selon des sources locales, lors de ces combats, des hommes armés auraient pillé le bien des populations à Moussienene et Kimbulu. En raison de la persistance des hostilités sur l'axe Kitondi-Kipese, plusieurs organisations humanitaires ont évacué leur personnel. Par conséquent, plus de 22 000 personnes sont sans soins de santé. Ces rapports produits par OCHA RDC en collaboration avec ses partenaires humanitaires couvrent la période du 23 février au 6 mars
2025. Ce bureau des Nations Unies a pour mission de coordonner la réponse d'urgence mondiale pour sauver des vies et protéger des personnes en cas de crise humanitaire. Il plaide pour une action humanitaire efficace et fondée sur le principe mené par tous et pour tous. Et la Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a rendu son verdict lundi 10 mars 2025 à l'issue des audiences foraines publiques axées sur 2 affaires relatives aux atrocités commises lors du mouvement Kamuinansapou. Ces audiences qui se sont déroulées du 27 février au 7 mars 2025 à la mission catholique de Masuika dans les territoires des Luisa ont bénéficié de l'appui technique et financier du Fonds national de réparation en faveur des victimes Fonarev. Les détails dans ce reportage de notre permanent Soleil Ntumba Moufika. Je déclare ouverte l'audience publique de ce jour. 10 jours ont suffi à la Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental de rendre son verdict dans ces procès organisés à Masuka dans les territoires des Luisa. Des affaires ont fait l'objet, dont celle qui concernait l'assassinat du chef Mbangoula, tué par balle, égorgé et mutilé, au vu et su de tout le monde. La Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental condamne le prévenu en ces termes. Pour le prévenu Tchouloumampotou Marcel alias Leblanc, 20 ans de servitude pénale principale, en application de l'article 7 du Code pénal militaire. Pour le prévenu Moukinyi Kapende Emmanuel, à l'exécution d'une peine unique la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale, en application de l'article 7 du Code pénal militaire. S'agissant du deuxième affaire qui portait sur l'assassinat de 2 élèves finalistes au village Walengu lors des événements de triste mémoire de feu chef Kamuinansapou, le prévenu Kamilonga, Lushimba Maminou, Katwala ont été reconnus coupables des crimes de guerre, d'association de malfaiteurs et de participation au mouvement insurrectionnel. Ces peines ont été différenciées selon le degré de responsabilité. Motif de satisfaction pour Maître Miran Moulumba, coordonnateur régional de Fonarev Grand Kasaï, qui salue la qualité du travail abattu par la Cour militaire de l'ex-Kasaï occidental. Nous ne pouvons que remercier tous les partenaires, notamment la Cour militaire qui a fait un travail de titan, à bâton rompu, 10 jours, jour pour jour. Et voilà aujourd'hui, la résistance populaire, c'est toute la population de Masuka qui s'en réjouit par rapport à ces verdicts qui venaient d'être rendus. Dans la population, ça faut le dire, si certains sont mécontents, d'autres par contre saluent le travail abattu par la Cour et l'encouragent à aller jusqu'au bout avec d'autres affaires liées à ces mouvements insurrectionnels du fait chef Kamuinansapou. Et à Kinshasa, 3 personnes tuées et plusieurs autres blessées lors d'un braquage ce mardi ciblant le shop TNT Service situé dans la commune de Selembao dans la ville de Kinshasa, je l'ai dit. D'après le bourgmestre de cette commune, Mathias Ouomoumou, le drame s'est déroulé à 9h25. 9 bandits armés opérant sur des motos ont fait irruption dans ce shop spécialisé en services financiers emportant une somme d'argent dont le montant reste inconnu. Nous y reviendrons. Le Congo central honoré de la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, en mission de vulgarisation des textes relatifs à la création, organisation et fonctionnement des comités locaux de sécurité. Le patron de la territoriale tient à ce que les structures de base soient impliquées dans la gestion des questions sécuritaires et administratives. Suzy Kibira Omari pour les détails. Dans la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a parcouru un trajet de 360 km par route. Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la gouvernance sécuritaire et de la consolidation de l'administration territoriale à travers la République démocratique du Congo. Le patron de la sécurité intérieure a été accueilli par le gouverneur du Congo central, Kwanga Maswangi Bilolo, accompagné de plusieurs membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives ainsi que les gardiens de terre et des coutumes. Une haie d'honneur a été dressée en son honneur, témoignant de l'importance de cette mission pour la province. Point focal de cette visite, le lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux relatifs à la création
à l'organisation et au fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Ce processus intervient dans cette province après celui de la capitale congolaise lancé le 25 février dernier visant à garantir une meilleure implication des structures de base dans la gestion des questions sécuritaires et administratives. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a indiqué que c'est dans la vision de gouvernance participative et décentralisée de la sécurité qu'a été lancé ce programme. Il s'agit d'un mécanisme qui permettra aux autorités locales, aux communautés de base et à la société civile de s'approprier les instruments juridiques en vigueur afin de contribuer efficacement à la prise de décision en matière de sécurité à l'échelle provinciale et locale. Une occasion pour le patron de la territoriale de lancer un appel à la mobilisation et à la vigilance de toute la population du Congo central, dans cette partie du pays en particulier et en République démocratique du Congo en général. Et la ville de Chikapa est dans le noir depuis plusieurs jours. L'unique société privée qui fournit l'électricité fait face à un problème technique dans le site de distribution au village Longwissi, donc situé à plus de 20 km du chef-lieu de la province du Kasaï. En attendant la fin des travaux, la ville de Chikapa est dans le noir et plusieurs marchandises ont changé de prix dans les marchés, surtout dans le centre-ville. Jean-Luc Bakampenda, depuis Chikapa, nous en parle. C'est la deuxième semaine que la population de Chikapa est dans les noirs. Pas d'électricité. Après coupure dans les centrales de Lungoudi, situées à 25 km de la ville de Chikapa. Les ingénieurs de l'LDC expliquent que cela c'est pour des raisons techniques. Les travaux sont en cours pour rétablir le courant. Les responsables de l'LDC disent avoir tenté de fournir en partie le courant, mais sans succès, car le mal est très profond. Et du coup, les conséquences sont visibles dans plusieurs coins. Une bouteille de bière vendue à 4500 francs est négociée aujourd'hui entre 7000 voire 8000 dans des places VIP. L'eau en sachet, communément appelée province, vendue à 50, devient à 100 francs. Les secrets congelés augmentent aussi les prix dans plusieurs coins. Le chargement d'un téléphone, jusqu'à la semaine passée à 200, est actuellement à 500 voire plus dans plusieurs autres quartiers les plus reculés de la ville. L'insécurité bat record car la non-existence de l'éclairage public dans le coin stratégique le plus insécurisé depuis plusieurs jours expose la population. Le ministre provincial de l'énergie, Jano Kazadi Kabumba, dit être sur le dossier pour accélérer le processus. La société privée de distribution de courant d'un sujet belge, EDC, serait en train de trouver des solutions pour que cette semaine, avant samedi, les courants soient rétablis sur l'étendue de la province de la ville de Chikapa et une partie du territoire. Accusé de vendre trop cher son courant, l'EDC fait face déjà à une résistance sur base de la location compteur, estimée à $6,5 pour ces mois. Contrairement à la ville de Chikapa, déjà plus de 459 330 ménages ont bénéficié de l'injection de l'énergie à travers l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle. C'est le bilan dressé aux professionnels de médias ce mardi 12 mars 2025 par Cyprien Moussimar, directeur général de cette agence étatique au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa. Nana Bwana, Guillaume Kakwende pour le reportage. Face à la presse, ce mardi 12 mars 2025, le directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, accompagné de son adjoint, a dressé le bilan des réalisations de cette agence étatique depuis son opérationnalisation. Cyprien Moussimar, directeur général, et Damien Twambilangana, directeur général adjoint des ANSER, ont révélé aux professionnels des médias le déroulement sur terrain de l'exécution des différents projets de l'électrification à travers la République, les défis et les perspectives de cet établissement public. L'ANSER, qui apporte des solutions énergétiques pour le développement du Congo profond, est confronté à plusieurs défis, comme l'indique Damien Twambilangana, directeur général adjoint de l'ANSER. La problématique de l'accès au foncier, ça c'est une difficulté réelle qu'on trouve aussi. Si c'est avec le solaire, mais généralement c'est soit un espace qui est privé, soit c'est un espace qui appartient aux religieux, et c'est parfois de très grosses difficultés pour pouvoir se mettre d'accord par rapport
à l'obtention des terres. Hormis les quartiers périurbains de la capitale Kinshasa, notamment Njili Brasserie, qui a déjà bénéficié d'un projet de lanceur. D'autres quartiers tels que Union européenne, la nouvelle cité Kitoko de Maluku vont également expérimenter l'expertise des lanceurs, nous dit Cyprien Moussimar, directeur général. Nous avons fait donc Njili Brasserie qui a été montré ici. Nous sommes actuellement en train, je l'ai dit dans ma présentation, en train d'électrifier le quartier Union européenne. Nous allons encore électrifier la nouvelle ville Kitoko, à Bukahalons. Il y a un point de souterrage. Là, on peut faire une extension des réseaux jusqu'à Kenge, en traversant Simanima, allant Kikwit, jusqu'à Chikapa. Financé par le gouvernement central, sur initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi, ce projet devrait occasionner l'injection de plus de 30 000 MW d'énergie dans le Congo rural au profit d'environ 459 330 ménages. Dans un autre chapitre, reprise depuis lundi de la circulation en sens alterné sur l'avenue Ngouma Angadema, et pour réduire les accidents et éviter les embouteillages, la Commission nationale de prévention routière a lancé les balisages de route et avec l'installation de nouveaux panneaux de signalisation et marquage au sol. Mais les usagers de cette route sollicitent la modification des heures de la circulation routière. Clarisse Ekoko. Des panneaux de signalisation flambant neufs et un marquage au sol rénové seront progressivement déployés sur plusieurs axes stratégiques au rond-point Kitambo Magasin. Une première étape clé a été franchie avec l'installation des panneaux indiquant les sens uniques désormais en vigueur de 5h à 15h pour aller et de 15h à 22h pour retour. Une mesure qui vise à mieux organiser la circulation dans cette zone souvent engorgée. Le premier programme que nous avons estimé urgent est de baliser tout le grand carrefour de la ville de province de Kinshasa ainsi que de provinces. Nous avons pris 4 provinces pilotes, donc ville de Kinshasa, Congo central, Matadi, la ville de Matadi, la ville de Lubumbashi et la ville de Kinshasa. Donc nous irons partout là pour pouvoir acheminer avec ce programme d'urgence des abordages, de lutte contre les embouteillages. Mais sur terrain, les avis sont partagés. Pour certains motards rencontrés sur place, la mesure ne fait pas l'unanimité. Mais le fait que Liboso Tozalaki, ça ce n'est que Zalaki nango de 5h juste à 10h juste, et puis comme ça c'est normal, on est aquí nango bien. Mais pour le moment, surtout quand on bâtit les bisous, donc 5h juste à 15h juste, donc et bien du temps là vraiment fort. Si la mesure est censée améliorer la fluidité du trafic, certains usagers de la route estiment qu'un meilleur accompagnement est nécessaire. Pour l'installation des panneaux de signalisation et les marquages au sol s'inscrivent dans une démarche de sensibilisation des usagers, des réductions des risques d'accidents et l'amélioration de la fluidité du trafic. Et dans le secteur de la santé, les autorités sanitaires ainsi que les partenaires de la RDC en santé se sont réunis pour évaluer la situation humanitaire en RDC. Il ressort de cette réunion que 500 poches de sang sont arrivées à Goma et une vingtaine de malades ont été enlevés des hôpitaux par les rebelles du M23. Encore une fois, Clarisse Ekoko Kapalaï. Au cours de cette réunion, les autorités sanitaires et les partenaires ont évalué la prise en charge de l'épidémie de Mpox ainsi que sa vaccination. Au cours de la semaine 9, nous sommes autour de 2138 cas qui ont été notifiés avec 23 décès et la létalité est autour de 1,8%. Alors pour ce qui est des faits saillants par rapport à Mpox, c'est surtout la vaccination qui a débuté il y a une dizaine de jours, une vaccination de masse ici à Kinshasa. Il est question d'intensifier
la communication. Concernant les blessés de guerre à l'Est, quelques poches de sang sont déjà arrivées à Goma. Mais seulement, l'équipe regrette qu'une vingtaine de malades ont été enlevés des hôpitaux. On a signalé l'arrivée et la réception au niveau de Goma de 500 poches de sang. Et aussi, on continue à noter qu'il y a encore des blessés. On a noté 5 blessés, nouveaux blessés qui ont enregistré. On n'a pas eu de décès intra-hospitaliers au niveau des structures de soins. Mais les enlèvements des malades, plus de 28 malades ont été encore enlevés. Les provinces du Nord et du Sud Kivu ont besoin d'accroître l'aide humanitaire. Et la prise en charge de la fistule obstétricale est désormais possible dans les provinces du Kwango et Kwilu, à l'ouest de la RDC. 11 praticiens venus de ces deux provinces ont été formés durant 60 jours sur le traitement chirurgical de cette maladie considérée comme honteuse. Les femmes souffrant de cette maladie étaient souvent obligées de venir se faire soigner à Kinshasa. Grâce à cette formation suivie par ces médecins, infirmiers, anesthésistes et réanimateurs, elles auront la vie sauve. La première phase de cette formation organisée par le Fonds des Nations Unies pour la Population s'est clôturée le lundi 10 mars 2025. Suivez ce reportage. C'est un ouf de soulagement pour les provinces du Kwango et du Kwilu. Elles ont désormais des spécialistes en prise en charge de la fistule obstétricale. 11 personnes, médecins, infirmiers, anesthésistes et réanimateurs de ces deux provinces ont appris la prise en charge de la fistule qui constitue un problème de santé publique en RDC. La fistule obstétricale touche entre 5 000 et 7 000 personnes et les zones reculées de ces deux provinces sont particulièrement touchées. Formation que nous clôturons aujourd'hui nous permettra d'atteindre un objectif ambitieux. C'est il y a quelques années, celui de doter chacune des 26 provinces de la RDC d'au moins une équipe chirurgicale et des équipements appropriés pour la prise en charge des femmes, filles souffrant de la fistule. La fistule obstétricale, considérée comme une maladie honteuse par le commun des mortels en RDC, est guérissable à 80% si la prise en charge s'est fait correctement. La France, qui tient à la dignité, pense qu'il faut agir vite. Cette initiative, elle répond à un double enjeu. Renforcer l'accès aux soins spécialisés et réduire les inégalités en matière de santé maternelle. Cette équipe formée promet de soigner ces porteuses de fistules sur place au lieu de se déplacer dans les grandes villes, particulièrement à Kinshasa. Et nous promettons de mettre à contribution toutes les connaissances apprises afin que les objectifs projetés à travers ce vaste programme de formation soient atteints. C'est depuis 2005 que la RDC a adhéré à la campagne de l'élimination de la fistule obstétricale. Des progrès sont enregistrés, mais depuis un temps, les réparateurs de cette maladie constatent que beaucoup de cas sont liés à la césarienne. Les 5 dernières années, il y a de plus en plus de fistules iatrogènes, c'est-à-dire les fistules qui surviennent lors d'un accident d'accouchement lié à la césarienne. La fistule obstétricale est une communication anormale entre le voie génitale féminine et la vessie. Elle se caractérise par l'incontinence urinaire. Et voilà, on va rappeler les principaux points d'ancrage de cette session d'information avant de nous séparer. La situation sécuritaire à RDC au cœur du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe qui se tiendra le jeudi 13 mars 2025. Il sera question d'examiner les recommandations issues de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka, de l'organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC. Une nouvelle structure de commandement de la synergie Ouazalendo au Grand Nord mise en place après la trahison du général Kasereka Kabindo et de son groupe. Désormais, c'est le général Germain Kambale Mayani qui a pris la tête de la direction. Et plus de 450 000 ménages ont bénéficié de l'injection de l'énergie en milieu rural et périurbain. C'est une œuvre de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain
qui a dressé son bilan ce mardi devant les professionnels de médias. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci pour le monde de votre temps et surtout, bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.